Imaginez un pays au bord de l'épuisement total. Nous sommes en 1814, l'empire de Napoléon vient de s'effondrer et la France se retrouve face à un immense vide politique. L'enjeu à ce moment-là, ce n'est pas juste de trouver un nouveau monarque ou un nouveau chef. Non, il fallait littéralement concevoir et bâtir à partir de zéro une véritable machine politique capable de stabiliser une nation traumatisée par 25 ans de chaos ininterrompu. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de cette période d'extrême tension pour comprendre comment, au milieu des crises et des compromis faits à la hâte, la France a posé les toutes premières briques de ce qu'on appelle aujourd'hui le régime parlementaire. Et vous allez voir, on est très loin d'une idée de génie née en un jour. C'est avant tout un bricolage d'urgence pour éviter le pire. Bon, entrons tout de suite dans le vif du sujet. À la chute de Napoléon, la mémoire collective est hantée par deux immenses traumatismes. Deux extrêmes qu'il faut à tout prix éviter de reproduire. D'un côté, on est terrifié par ce qu'on pourrait appeler les dérapages anarchiques de la Révolution, cette instabilité sanglante et permanente. Mais d'autre côté, le rejet est tout aussi massif face au dérapage autoritaire de la dictature impériale dont on vient à peine de sortir. Le problème majeur de 1814, il est là. Pour que le pays survive, il faut absolument inventer une troisième voie, un chemin complètement inédit entre l'anarchie d'un côté et la dictature de l'autre. Pour comprendre comment ils ont relevé ce défi, on va suivre 4 étapes très simples. D'abord, on se penchera sur ce fameux dilemme de 1814. Ensuite, on regardera comment fonctionne la mécanique de ce nouvel équilibre. On passera ensuite au premier prototype avec la charte de Louis XVIII, avant de terminer sur le coup de théâtre des 100 jours de Napoléon. Commençons donc par la première étape, le grand dilemme de 1814 et la recherche désespérée de cette troisième voie. Pensez-y un instant. Comment forger un compromis viable quand tout le pays est fracturé entre ceux qui veulent le retour à l'ancien régime et ceux qui veulent préserver les acquis de la Révolution? La paix civile, c'est l'urgence absolue. Et la réponse va venir de l'essor de la pensée libérale, incarnée à l'époque par des figures comme Benjamin Constant. L'idée de ces libéraux, c'était de réaliser une grande synthèse. Il fallait fusionner le principe d'autorité, qui rassurait les nostalgiques de l'ancien régime, avec le principe de liberté hérité de la Révolution. En fait, pour eux, peu importe qu'on ait un roi, un empereur ou une république, tant que ce système protège les libertés individuelles chèrement acquises en 1789. Et cette urgence absolue va provoquer un calendrier complètement fou. C'est une véritable course contre la montre au printemps 1814. Le 6 avril, le Sénat tente une première proposition de constitution, rejetée. Le frère de Louis XVI, qui s'apprête à monter sur le trône sous le nom de Louis XVIII, n'en veut pas. Il réplique le 2 mai avec la déclaration de Saint-Ouen. Il fait de vagues promesses libérales tout en réaffirmant que son pouvoir vient de Dieu. Et finalement, le 4 juin, tout s'accélère avec la proclamation de la fameuse charte. Vous voyez le tableau ? On n'est pas du tout dans un grand moment de réflexion philosophique posée, c'est de l'improvisation pure dictée par les événements. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'anatomie de ce nouvel équilibre. Comment fonctionne concrètement cette fameuse machine politique? Le point crucial ici, c'est que pour trouver cette troisième voie, il fallait inventer une mécanique de précision, avec des engrenages capables de s'équilibrer pour éviter tout abus. Et c'est exactement ça, le régime parlementaire. Il ne sort pas d'un manuel idéal, il s'est forgé sur le tas. La grande trouvaille, c'est d'abandonner la séparation stricte des pouvoirs qui avait complètement paralysé la Révolution pour aller vers une séparation souple. Concrètement, ça veut dire obliger ceux qui exécutent les lois et ceux qui les votent à travailler ensemble, à collaborer. Alors, si on lève le capot de cette machine, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, il faut diviser pour mieux contrôler. Le pouvoir exécutif devient bicéphale, c'est-à-dire à 2 têtes. On a un chef de l'État qui est politiquement irresponsable, une sorte d'arbitre intouchable, et à côté de lui, un cabinet de ministres qui, eux, font le sale boulot et engagent leurs responsabilités devant les élus. Face à eux, le pouvoir législatif est lui aussi coupé en deux, c'est le bicaméralisme. Une chambre haute, indissoluble, pour calmer les ardeurs, et une chambre basse, élue, pour représenter la société, mais qui, attention, peut être dissoute. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur, la réciprocité des moyens d'action. C'est comme une immense balance. D'un côté, le pouvoir exécutif a une arme redoutable, il peut dissoudre la chambre basse, il y a un blocage. Mais de l'autre, cette même chambre basse a le pouvoir de renverser les ministres, c'est ce qu'on appelle la responsabilité politique. Sans cet équilibre des forces de la terreur, on va dire, tout le système s'effondre. Et c'est justement ce réglage ultra fin qui va prendre des années à être maîtrisé. Passons maintenant à la pratique avec notre troisième partie, l'analyse du premier prototype, la charte de Louis XVIII, un compromis extrêmement fragile.
Quand Louis XVIII débarque, il marche sur des œufs. Il doit rassurer les libéraux modernes tout en calmant les ultra-royalistes qui veulent effacer la Révolution. Et pour y arriver, il va nous sortir une fiction politique incroyable. Son concept officiel, c'est de renouer la chaîne des temps. En gros, le texte de la Charte fait comme si la Révolution française n'avait été qu'un mauvais rêve. Il date d'ailleurs ce document de la 19e année de son règne, comme s'il avait gouverné sans interruption depuis la mort de son neveu au Temple en 1795. C'est culotté. Sauf qu'en pratique, sous ce vernis très ancien régime, le roi valide tout de même silencieusement la plupart des grandes libertés de 1789. Sauf que, si l'on regarde la mécanique de plus près, ce prototype est complètement de travers. On est encore très loin du véritable équilibre parlementaire. L'exécutif est surpuissant et il est incarné par le roi seul. C'est lui qui a le monopole pour proposer des lois, il a un droit de veto absolu et surtout, il manque une pièce essentielle au moteur. Les ministres n'ont pas de vraie responsabilité politique. Ils peuvent être jugés pour haute trahison au pénal, d'accord, mais la Chambre des députés ne peut pas simplement les renverser parce qu'elle désapprouve leur politique. Le contrepoids n'existe pas encore. Et puis, ça illustre parfaitement une autre réalité de l'époque. C'est un club extrêmement fermé. Oubliez la démocratie pour tous. Pour avoir le droit de voter, il y avait un filtre implacable, le sens. Il fallait être capable de payer au moins 300 francs d'impôts annuels, une petite fortune, et avoir 30 ans. Pire encore, pour se présenter comme député, il fallait payer 1000 francs et avoir 40 ans. Autant dire que cette nouvelle machine politique, elle est conçue exclusivement par et pour une toute petite élite d'aristocrates et de bourgeois fortunés. Et alors qu'on essaye tant bien que mal de faire tourner ce système, coup de théâtre. Ça nous amène à notre 4e partie, les fameux 100 jours, le retour inattendu de Napoléon. En mars 1815, c'est la panique totale. Napoléon s'échappe de son exil sur l'île d'Elbe et débarque dans le sud de la France. Le 1er mars, il est là. En 3 semaines, il remonte vers Paris, rallie l'armée et force Louis XVIII à fuir. Sauf que Napoléon a compris une chose, les Français ne veulent plus de dictature absolue. Du coup, il fait un virage à 180 degrés. Il s'allie avec son ancien ennemi juré, le libéral Benjamin Constant, et lui demande de pondre une nouvelle constitution en un temps record. Promulguée le 22 avril, on l'appelle la Benjamine. Une expérience fulgurante qui se fracassera quelques semaines plus tard, le 18 juin, dans la boue de Waterloo. Maintenant, ce qui est absolument fascinant quand on compare les projets de ces deux ennemis mortels, c'est qu'au final, c'est la même mécanique. C'est presque ironique. La version impériale de Napoléon copie quasiment la version royale de Louis XVIII. On y retrouve les 2 chambres, on y retrouve le droit pour le chef de l'État de dissoudre l'Assemblée, et, tout comme pour le roi, on oublie bien soigneusement d'instaurer le droit de renverser les ministres. Preuve que derrière les grands discours et les uniformes différents, tous les modérés aient fini par admettre que c'était la seule solution technique viable. Pour valider sa nouvelle constitution, Napoléon organise un grand plébiscite, un référendum. Et si l'on regarde les résultats officiels, on se dit « Waouh, c'est un raz-de-marée ». 1,3 million de voix pour le oui, contre à peine 42 000 non. Sur le papier, ça ressemble à un plébiscite absolu, à un enthousiasme fou pour le retour de l'empereur libéral. Sauf que ces chiffres grandioses cachent une réalité beaucoup plus sombre. Seulement 20%. C'est le vrai taux de participation. 4 électeurs sur 5 sont tout simplement restés chez eux. C'est colossal. Ce chiffre traduit l'épuisement profond, l'apathie d'une nation entière qui n'en peut plus des guerres, des changements de régime et des belles promesses. La magie bonapartiste ne fonctionne plus. Les Français sont juste vidés. Et c'est ce qui nous amène à la véritable leçon de ce décryptage. Les années 1814 et 1815 sont chaotiques, imparfaites, c'est vrai. Mais elles nous montrent comment se construisent réellement les institutions politiques. On a cherché désespérément un point d'équilibre entre l'ordre et la liberté. Mais les beaux discours ne suffisent pas, et les rouages parfaits ne se décrètent jamais du premier coup sur un bout de papier. Alors, pour conclure notre exploration, je vous laisse avec cette réflexion. Nos démocraties modernes, avec leurs contre-pouvoirs et leurs équilibres subtils, proviennent-elles vraiment du génie de ceux qui ont écrit les textes, ou sont-elles finalement le fruit inévitable de nos erreurs, de nos crises et de nos douloureuses expériences historiques ? Une question qui, je crois, résonne encore fortement aujourd'hui.